Je vais vous parler donc des 3 degrés de la géométrie, du tracé primordial, donc à la fois le livre et le sujet du livre que j'ai édité, qui traite des tracés régulateurs des cathédrales, la géométrie qui sous-tend les édifices sacrés d'Occident, la transmission de ce tracé à travers le temps, les indices de cette transmission, et on terminera par l'architecture maçonnique. Alors, les 3 degrés de la géométrie, le plus évident, c'est celui qui existe dans l'étymologie du mot géométrie, c'est-à-dire la mesure de la Terre. La géométrie profane, à l'origine, c'est qui permet de définir le foncier, d'arpenter, de mesurer des quantités agraires de production agricole, des quantités de production annuelle de blé, d'huile, etc. Donc c'est ce qui va venir permettre de définir des quantités de mesure de sol, tout simplement. Et à tracer des lignes au sol, on définit aussi ce qui est mien et ce qui est tien. Et c'est autant ces divisions sont utiles quand le marché fonctionne, autant ces divisions deviennent problématiques dès que le marché se grippe, et c'est l'occasion des guerres. Et donc la géométrie la plus profane a une propension, effectivement, naturellement, à diviser. Le niveau qui suit de la géométrie, ça va être la géométrie intellectuelle, c'est la science, si vous voulez, qui sous-tend l'essentiel des sciences, depuis, en tout cas, le quadrivium, depuis les sciences grecques, donc les 4 arts libéraux grecs, qui sont l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et effectivement, cette géométrie-là, elle vise à connaître, à découvrir et à faire sens du monde. Donc, je vous ai noté la musique qui est effectivement à l'origine donc une science mathématique, qui l'est encore d'ailleurs, hein, la forme d'un piano d'orchestre est liée très exactement aux proportions géométriques des cordes qui les unissent. L'astronomie, évidemment, l'optique, la balistique, je vous en ai mis quelques-uns, mais effectivement, la liste est longue. Chimie, stéréotomie, donc la taille des pierres dans l'espace, qui est très utile donc aux tailleurs de pierre. Et la gnomonique, qui est l'art de la construction des cadrans solaires. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans le terme gnomonique, si vous voulez, le bout de métal qui permet de projeter l'ombre s'appelle un gnomon. Et gnomon, en grec, c'est la connaissance. Donc, en fait, derrière la géométrie intellectuelle, il y a cette notion d'exploration de la création du cosmos. Le niveau qui suit, c'est la géométrie sacrée. Ça paraît pas évident d'emblée de se dire pourquoi est-ce qu'une géométrie serait sacrée. Encore moins aujourd'hui, puisque, effectivement, nous, la géométrie, c'est des mauvais souvenirs de collège. Et donc, en quoi ça pourrait être bien sacré? En quoi ces cauchemars avec le théorème de Thalès pourraient bien être sacrés? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que les lois géométriques de la géométrie euclidienne, donc les lois géométriques, précèdent l'humanité. Elle lui succédera aussi. On ne fait que découvrir les lois géométriques, à tel point que s'il y a une autre intelligence dans l'univers, elle trouvera strictement les mêmes règles. Ça peut même être un signe d'intelligence. C'est-à-dire que le théorème de Thalès, ils le trouveront aussi, le théorème de Pythagore aussi, le théorème de Ptolémée, etc. Toutes les lois géométriques qui gouvernent le cosmos sont les mêmes partout. Et pour tout dire, elles sont inaltérables et inaliénables. Et en cela, on peut les considérer comme divins, quel que soit le terme qu'on entend derrière ce mot divin. Et effectivement, il s'agit de lois géométriques, universelle, atemporelle, et qui dit loi dit ordre, et qui dit loi dit législateur. Et donc, la géométrie, dans ce sens-là, est intimement liée à la notion de divin. Et je vais vous toucher un petit mot sur la théorie des idées de Platon, en partant de la définition euclidienne d'une droite. Qu'est-ce que c'est une droite pour Euclide? Eh bien, c'est une longueur sans largeur. Une longueur sans largeur, c'est-à-dire qu'en fait, une droite n'existe que dans le monde intelligible. Elle n'existe pas dans le monde sensible. Pour nous tous, une droite au collège, c'est un trait qu'on tire sur une ligne, sur une page. Mais en vérité, dès qu'on va la tracer, cette droite, elle devient imparfaite. Elle ne répond plus à la définition, puisqu'elle aura une épaisseur. Et donc,
vu qu'elle a une largeur, elle est pervertie, si on veut, dans le monde sensible. C'est ce que nous explique Platon avec l'allégorie de la roue. Il nous explique qu'une roue est naturellement soumise à l'entropie. Elle est imparfaite déjà, ce n'est pas un cercle parfait. Elle va appeler à s'abîmer et se détruire. Tandis qu'il y a une version parfaite de cette roue, qui est l'idée de la roue. Quelle est l'idée de la roue? C'est le cercle. Le cercle, dans la définition euclidienne, c'est l'infinité des points équidistants d'un point unique. Dans le cercle, on a la définition même de l'infini et de l'un. Tandis que la roue elle-même, elle est appelée à naître et périr. Effectivement, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est la locution qui est censée être au fronton de l'Académie de Platon. Philosophe, évidemment. Et d'emblée, on se pose la question, qu'est-ce qui peut bien justifier qu'il faille être géomètre pour entrer dans une académie de philosophie? Vous voyez, je suis architecte. Je dessine les bâtiments. Pour implanter les bâtiments sur site, évidemment, je fais appel à un géomètre. Il ne me viendrait pas à l'idée d'appeler Michel Onfray ou Bernard-Henri Lévy pour venir implanter mon bâtiment. Et donc on se dit, mais comment est-ce que ça se lie tout ça? Comment ça marche, la géométrie de la philosophie? La réponse, on la trouve dans le livre 7 de la République. Je vous le lis quand même. Donc cette science, donc il nous parle de la géométrie, a un objet entièrement différent de ce que disent d'elle ceux qui la pratiquent. Ceux qui la pratiquent, géométrie profane. C'est-à-dire, voilà, la mesure de la Terre, voilà. Or, cette science n'est cultivée qu'en vue de la connaissance. La connaissance, on est sur la géométrie intellectuelle, mais la connaissance de l'œuvre. Et donc, qu'on la cultive pour connaître ce qui est toujours, ce qui est éternel. Donc, on est dans le monde des idées, dans le monde intelligible, et non ce qui, à un moment donné, naît et périt. Ça, c'est le monde sensible. Il distingue bien ces deux mondes-là. Elle est donc propre à tirer l'âme vers la vérité et à faire naître l'esprit philosophique. Et c'est là. Vous avez le lien, chez Platon, entre géométrie et philosophie. Qui élève nos regards vers les choses d'en haut. Donc là, on peut imaginer qu'il y a quand même une dose de spiritualité dans cette vision-là. Au lieu de les tourner, comme nous le faisons, vers les choses d'en bas, nous mettrons donc toutes nos instances à recommander aux citoyens de notre belle cité de ne s'écarter d'aucune manière de la géométrie. Cette idée-là, en fait, elle est probablement pythagoricienne. Platon, à bien des égards, est pythagoricien. On le lit en particulier dans le Timée ou dans la République. Mais c'est une idée qui va être très pérenne. En particulier, son disciple Aristote, dans Éthique à Nicomaque, livre 1, chapitre 7, vous verrez la définition du géomètre. Il nous dit le géomètre est un contemplateur de la vérité. Contemplateur, c'est un beau terme. Contemplateur, ça veut dire qu'il ne fait que constater ce qui est. Et il s'en émerveille. Et cette notion-là de la géométrie qui donne accès à la vérité, je vous demande de le retenir là, parce qu'à la toute fin de la présentation, on va y revenir. Donc Platon, Aristote, géométrie, vérité. Ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'idée pythagoricienne d'une harmonie universelle. C'est quoi l'harmonie universelle? C'est tout simplement cette idée pythagoricienne que s'il y a des lois qui régissent, des lois géométriques qui régissent le cosmos, alors ces lois sont sans échelle. Ces lois régissent autant l'univers, c'est-à-dire la dimension des astres et la proportion de leurs orbites, mais aussi les proportions qu'on va retrouver en musique. Et en l'occurrence, Pythagore s'est beaucoup intéressé à la science de la musique. Et aujourd'hui, l'alternance des touches noires et blanches du piano nous viennent très directement en droite ligne de cette notion pythagoricienne. Et évidemment, les proportions du corps humain, considérées comme le résultat de l'œuvre divine, et les proportions de l'âme humaine. Et c'est très intéressant que ces lois, pour lui, gouvernent tout. Elles sont, si vous voulez, représentées dans ce tout petit dessin-là,
qui est le tétractys, donc, qui est un symbole sacré chez les pythagoréciens, qui vient exprimer par une petite pyramide de 4, 3, 2 et 1, à la fois le nombre 10, puisque 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 10, et qui est une belle expression des mains de l'homme. Mais aussi, vous aurez sans doute calculé rapidement que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube égale 10 au carré. Je vous laisserai vérifier plus tard. Faites-moi confiance. En fin de compte, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'une addition, qu'on vient exprimer juste le nombre de 10. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce que vient représenter le truc qui est au-dessus. Pour lui, les proportions, les lois donc, qui gouvernent le cosmos sont 4 sur 3, qui est la carte, où on dit chez les Grecs diathéséron, 3 sur 2 qui est la quinte, ou la diapente, et 2 sur 1 qui est tout simplement le diapason, qu'on voit écrit ici en grec, diapason. Et en fait, c'est cette harmonie universelle des rapports simples, des fractions, est exprimée par les nombres 6, 8, 9 et 12, parce que le rapport de 6 à 8 est le même que celui de 9 à 12, c'est-à-dire un diathéséron, un rapport de carte. Le rapport de 6 à 9 et le rapport de 8 à 12 sont un rapport de quinte ou de diapente, et le rapport de 6 à 12 est un rapport de diapason. Et donc, ce qui est très important de comprendre, je vais insister là-dessus, c'est que cette notion de loi du cosmos, de proportion géométrique et de entendement humain s'exprime par un seul et même mot, logos en grec. Et vous aurez remarqué que c'est la même chose en latin. On dit ratio. D'ailleurs, on appelle aussi les nombres rationnels. Le ratio, c'est la raison. C'est aussi la proportion géométrique. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de vos cours de première, peut-être, le facteur qui unit deux termes successifs d'une suite géométrique s'appelle la raison. Et la raison, effectivement, d'ailleurs, dans les nombres, c'est tout à fait intéressant. On a les nombres rationnels, on parle effectivement de raison, d'irrationnel, qui échappe à la raison. Transcendant. Transcendant, c'est intéressant que dans les nombres, on a ce terme-là. Et effectivement, on peut aller jusqu'à imaginaire. Hop, cette notion d'harmonie universelle, de proportion qui guide le monde, est effectivement d'autant plus importante pour les bâtisseurs du sacré. Le plus ancien traité architectural que nous ait légué l'histoire, c'est celui de Vitruve, et dans son chapitre sur l'édification des bâtiments sacrés, il insiste sur le fait que, par analogie, il utilise le terme grec, analogia, par analogie, les temples doivent être bâtis en respectant les proportions du corps humain, qui en fait reprend une idée pythagoricienne, que le corps humain est une expression du cosmos tout entier. Et ces lois sont des lois rationnelles. Donc c'est des rapports entiers. Donc effectivement, quand Léonard de Vinci va simplement suivre tout bêtement ce qui est écrit par Vitruve, eh bien il va reprendre ces proportions toutes bêtes, qui sont un quart, un sixième, un huitième, un dixième, et il va, comme ça, définir la composition des édifices sacrés qui va guider, en fait, l'essentiel de la construction du sacré depuis Vitruve. Il insiste aussi sur le fait que l'homme se trouve à cheval, ou inséré entre un cercle et un carré. Dans le dessin qu'en fait Léonard de Vinci, on voit que le carré est centré sur le sexe, là où le cercle est centré sur le nombril. C'est par là que la vie est entrée. Le cercle, je vous l'ai dit dans sa définition euclidienne, c'est l'infinité des points équidistants d'un point unique. Le cercle unissant à la fois l'infini et l'unicité a rapport au divin. Quand on observe les astres, quand on lève les yeux vers le ciel, on ne voit que des cycles, des sphères et des cercles. Le cercle est divin par essence. Le carré est le lieu des angles. Et effectivement, par exemple, dans les solides platoniciens, les 5 solides, le solide qui est le cube, c'est celui qui représente la Terre. Donc il y a une notion de terrestre avec le carré et de céleste avec le cercle. Cette idée-là, vous voyez sur la gauche un croquis du XVe siècle de Francesco di Giorgio Martini, architecte, qui montre
dans la même veine que Vitruve, que le plan d'un édifice sacré, ici en l'occurrence une église sur un plan bénédictin, donc un plan en croix latine, que c'est l'homme qui doit dicter les proportions, et on parle de proportions, encore une fois, rationnelles. J'ai fait mon propre dessin ici sur la droite, où vous voyez le dessin de l'homme de Vitruve surimposé sur le plan de la cathédrale de Noyon. J'ai trouvé parce que ça marchait bien, c'était assez joli. Et ça montre le même principe en fait que celui de Francesco di Giorgio Martini. Et cette corrélation qui est manifeste montre bien l'idée qui est à l'œuvre. Et je vais souligner quand même un truc important, c'est que vous savez sans doute que l'essentiel des églises et cathédrales sont orientées vers le soleil levant. Je vais d'ailleurs éteindre tout de suite une légende comme quoi ce serait orienté vers Jérusalem, ce n'est pas du tout le cas. C'est orienté vers le soleil levant, puisque les premières églises d'Arménie qui sont elles aussi orientées vers l'est. Donc s'ils étaient orientés vers Jérusalem, ce ne serait pas le cas. Donc c'est orienté soleil levant. Le temple, l'homme est le temple, et le temple est l'homme. C'est marqué à plusieurs reprises dans la Bible, qu'en fait, Dieu n'habite pas un temple de pierre. L'homme est le temple. À la droite des églises, dans les petites communes, et c'est en particulièrement le cas en Angleterre, à la droite des églises, donc côté midi, on met aussi les tombes. Les tombes sont orientées dans le même sens. Elles sont orientées exactement comme ça. Donc avec la tête à l'orient. Remarquez un élément important. La partie du logos, de l'intelligence, de la raison, est à l'orient. Le foie est au septentrion. Le cœur est au midi. Et les deux colonnes sont à l'occident. Le tracé primordial. Alors, petite histoire de tracé régulateur. Un tracé régulateur, c'est quoi? C'est un diagramme générateur, donc un dessin de géométrie qu'on dessine au sol pour ériger un édifice sacré. Quand j'étais en deuxième année d'architecture, en cours d'histoire de l'architecture, on nous parle des tracés régulateurs. On nous explique ce que je viens de vous dire. Et en fait, globalement, le cours s'arrête là. Parce qu'on nous dit ça, mais en vérité, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on suppose ça. On n'a pas de trace de ça. On a le sentiment de ça. Et effectivement, nous, on était à côté de la cathédrale de Strasbourg, que je vous invite à aller visiter, qui est vraiment un ouvrage extraordinaire. Et je me disais à l'époque, intérieurement, que c'était peut-être un peu audacieux d'aller chercher la géométrie qui pouvait guider une cathédrale gothique aussi complexe, aussi riche, aussi belle. Et je me disais que probablement, ce serait quand même beaucoup plus simple d'aller réfléchir sur le plan, la géométrie d'un temple grec. Un temple grec, où on a tous un peu l'image en tête, c'est quoi? C'est un stylobate. Stylobate, donc c'est la dalle en pierre rectangulaire, sur laquelle, donc voilà, un rectangle, sur laquelle, au milieu duquel on va mettre un autre rectangle, donc le naos, et pour les Romains, la cella, donc qui est un autre rectangle au centre de ça. Autour de ça, on va mettre un péristyle, qui est une série de colonnes qu'ils ont tramées très régulièrement. Donc, on se dit que ça doit être un peu plus lisible. J'en ai rien fait à l'époque, mais c'est quand même une idée qui a collé, qui s'est retrouvée pertinente beaucoup plus tard. Ah oui. Une des raisons pour laquelle on ne sait rien sur les tracés régulateurs, c'est qu'on a un problème de documents. L'histoire de l'humanité, ce qui passe de la préhistoire à l'histoire, c'est l'invention de l'écriture en 3000 avant notre ère. Ce qui fait que, pour ce qui concerne l'histoire de l'Antiquité, nous avons beaucoup d'informations. Nous avons des traités de médecine, d'astronomie, de physique, on a des recettes de cuisine, on a des courriers d'anniversaire, on a énormément d'informations. Ce qu'on n'a pas pour toute l'histoire de l'humanité, et sur toute la Terre, jusqu'au XIIIe siècle, ce qu'on n'a pas, c'est un plan d'architecture. Rien. Zitch, nada. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En tout et pour tout, on a 5 plans. Pour toute l'histoire de l'humanité,
sur toute la surface de la Terre, jusqu'au XIIIe siècle. 5 plans. 2 plans de tombes royales égyptiennes, l'une au musée archéologique de Luxor, l'autre au musée archéologique de Turin. Aucune des deux ne correspond à une tombe royale effectivement réalisée dans la vallée des rois ou nulle part. 2 plans sumériens, l'un sur une petite tablette d'argile qui ne correspond à aucun bâtiment effectivement érigé, ou trouvé en tout cas, et un autre sur les genoux d'une sculpture qui peut-être correspondrait à un temple, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. Voilà, ça c'est pour toute l'ère pré-chrétienne. Et pour l'ère chrétienne, de 0 à 1200, on a un plan. Un plan qui s'appelle le plan de Saint-Gall, début du IXe siècle, qui est le plan d'une abbaye bénédictine. Voilà. Donc, de 2 choses l'une. Soit il y a un complot mondial des architectes qui vise à tout détruire, s'assurer que personne ne sache. Ils sont filous, les architectes, il faut se méfier. Soit, plus probable, eh ben, il n'y a pas de plan. On n'emploie pas de plan. L'idée d'un plan à l'échelle, eh ben, en fait, c'est une idée assez récente. On n'emploie pas de plan. On dessine sur place. Et en fait, on a un petit indice de ça. C'est que les Égyptiens, ils ont une déesse de ça, déesse Séchat. Et dans les textes, on le sait, puisqu'on a retrouvé, grâce à Champollion, on a tous les textes. Donc on sait qu'elle trace les plans des temples grâce à un cordeau, grâce à ses connaissances en géométrie et en astronomie. Ben voilà, la réponse elle est là, elle est toute bête. On conçoit au cordeau, on construit sur place. Et qu'est-ce que c'est le cordeau comme outil pour un géomètre? L'équivalent sur sa planche à dessin, ben, un cordeau, c'est une règle non graduée qui permet de tirer un trait droit, tout bête, et un compas. On fixe un point, on tourne l'autre. C'est une construction toute bête, à la règle et au compas. Ce que nous dit Jean-Pierre Adam, architecte et archéologue, c'est qu'une même figure géométrique permettra d'établir le diagramme générateur de plusieurs monuments, dont les aspects n'auront en apparence aucun lien de parenté. Le diagramme se faisait à l'origine en dehors de tout système métrologique et le temple tout entier pouvait être dessiné sans qu'intervienne jamais aucun chiffre. En l'occurrence, ce qui veut dire, c'est aucune mesure, aucun nombre. Un chiffre, évidemment, c'est pas ça. Et effectivement, l'idée de mesurer devient inutile. À partir du moment où on dessine à la règle et au compas, on dessine une figure à n'importe quelle échelle. À partir du moment où on est d'accord. Mais le fait qu'il n'y ait aucune mesure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de proportion, puisque les figures géométriques, on l'a appris au collège, ont des proportions. Et c'est comme ça. Ce qui fait que si on dessine un carré, eh bien naturellement, il y aura la proportion de la diagonale rapportée au petit côté qui sera racine de 2. Si on dessine avec un double carré qui fait 1 par 2, alors la diagonale sera racine de 5. Et c'est comme ça. C'est simplement les lois géométriques qui nous gouvernent. Donc on peut ne pas avoir de dimension, néanmoins conserver des proportions qui ont du sens. Et c'est l'esprit de l'harmonie universelle pythagoricienne, comme je vous disais. Vous êtes les neurones de l'esprit de l'architecte Théodore de Samos. C'est ici que j'ai trouvé la première instance du tracé que je vais vous montrer maintenant. Et on va s'intéresser, donc c'est le plan de la Grèce antique au VIe siècle avant notre ère. On va s'intéresser à cette petite zone-là. C'est un moment au VIe siècle avant notre ère où dans cette petite zone-là, il y a ce qu'on appelle une période axiale de l'humanité, où il va y avoir une concordance d'événements, de cerveaux, qui va faire qu'il va y avoir un basculement civilisationnel. L'essentiel de la pensée occidentale, jusqu'à aujourd'hui, s'est forgé ici, 6 siècles avant notre ère. C'est ici qu'on va trouver les philosophes géomètres. J'ai déjà parlé de l'union philosophie-géométrie. On va trouver Thalès de Milet. Vous connaissez évidemment le théorème de Thalès. Ce qu'il faut savoir de Thalès surtout, c'est que c'est un des 7 sages de la Grèce antique. C'est lui qui fait basculer la Grèce vers du mythos au logos. Il crée l'école milésienne. Effectivement, il travaille sur la géométrie, mais pas que, sur l'astronomie, sur la physique, etc.
Celui qui reprendra l'école milésienne, ce sera Anaximandre, de Milet aussi. Pythagore, qui vient de la petite île de Samos, que vous connaissez peut-être. Héraclite d'Éphèse, Anaxagore de Clazomène. Voilà, tous ces types-là. Alors, Anaxagore, c'est un petit peu plus tard, 5e siècle avant notre ère, mais le plus grand penseur du 5e siècle avant notre ère. Au même moment, ça va être un endroit où va se passer quelque chose d'un point de vue architectural, où va se construire le temple Artémis d'Éphèse, une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Héra à Samos, sa petite sœur, à peine plus petit, le mausolée d'Halicarnasse, qui est aussi une des 7 merveilles du monde antique. C'est, pour vous rendre compte, le temple Artémis d'Éphèse, quand on parle de temple grec, tout le monde va parler du Parthénon. Et c'est dommage. Celui qu'on devrait vraiment connaître, c'est le temple Artémis d'Éphèse. C'est un colosse. C'est le premier temple en marbre blanc, en marbre en fait, de la Grèce antique, et c'est le plus grand. Quasiment bâti ex nihilo. D'un seul coup, on va sortir un temple grec, le plus grand temple grec de la Grèce antique. Pour vous figurer quand même, ce temple d'Artémis fait son stylobate, c'est un double carré, qui fait 65 mètres de large, 130 mètres de long. Il y a 151 colonnes. Chacune fait 2 mètres de large à sa base, 21 mètres de haut. 21 mètres de haut, c'est un immeuble de 6 étages. Il y en a 150. C'est un monstre. Il est énormissime. C'est le même architecte, Théodore de Samos, qui va travailler aux fondations de Artémis d'Éphèse et du deuxième plus grand temple grec jamais bâti, aussi en marbre blanc, le temple d'Héra à Samos. Voilà le temple d'Héra à Samos. Je vais travailler avec le temple d'Héra à Samos parce que malheureusement, les fondations du temple Artémis d'Éphèse ont été perdues définitivement, enfin du moins pour un tiers d'entre eux, ce qui fait que c'est impossible de reconstituer le temple. Effectivement. Tandis que le temple d'Héra à Samos, les fondations étaient bien maintenues et l'Institut archéologique allemand qui s'occupe du site m'a fourni les plans qui permettent de reconstituer le temple. Et ça, c'est issu de la production d'un archéologue allemand. Il faut s'imaginer que le Parthénon, en gros, c'est ça. Voilà. Et de long, c'est ça. Donc c'est un bébé, le Parthénon, à côté. Voilà le plan reconstitué du temple. Alors voilà, je vous disais, vous êtes l'esprit et les neurones de Théodore. Vous allez commencer à travailler à la règle et au compas. Donc vous allez commencer par tracer un grand cercle. Ce grand cercle, comme je vous ai dit, la définition du cercle, l'infini et l'unité. Donc pour lui donner un caractère, si vous voulez, divin, je vais employer les termes de l'astronomie de Ptolémée et de la mythologie grecque. Ce premier cercle, l'un et l'infini, c'est le Soleil, c'est Apollon. Et d'ailleurs, j'emploie d'autant plus volontiers ça, c'est que le point et le cercle, c'est le hiéroglyphe du Soleil, tout simplement. Tout seul, il ne produit rien. Pour faire un temple, il va bien nous falloir des angles. On va lui adjoindre sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle, Artémis, deuxième lumière de la voûte étoilée. Et là, on va venir donc créer les premiers angles. Et on a cette forme là au milieu, cette forme que vous reconnaissez, qu'on appelle mandorle aujourd'hui, de l'italien mandorla, qui signifie amande. Personnellement, vous verrez dans le livre que je préfère le terme rhombe pour désigner ça, en référence à l'aérophone, qui est un des premiers instruments de musique, une espèce d'os ou de bout de pierre en forme de fuseau qu'on met au bout d'un fil et qu'on fait tourner, qui est encore employé dans les cérémonies en Océanie en particulier, et qui fait un bruit, d'où le nom, qui s'appelle un vrombissement. Donc qui fait, voilà, il paraît que en Océanie, il l'appelle comme le cri des dieux. Et on a cette forme, et cette forme, elle est tout à fait intéressante d'un point de vue allégorie, si vous voulez, parce qu'elle est à la fois angulaire et circulaire. Vous vous souvenez du carré et du cercle avec Vitruve, donc on se trouve dans une forme qui se trouve à cheval entre le terrestre et le céleste. Et donc je l'ai nommé du nom du dieu messager. Dieu messager, c'est Hermès. Mais si
si on se projette un peu plus loin, un autre messager convient très bien. Vous verrez souvent que dans l'iconographie chrétienne, le Christ est représenté dans une mandorle, dans une forme qui est à la fois angulaire et circulaire. Ça nous définit un carré long, donc du latin quadratum longum, qui est un double carré tout simplement, et un carré simple, ça se dit quadratum perfectum en latin. Donc ici, on se trouve effectivement sur un double carré, et si vous voulez, le rectangle a cette fragilité par rapport au cercle, c'est qu'il n'a que 2 axes de symétrie, là où le cercle en a une infinité, évidemment. Et ces 2 axes de symétrie vont nous permettre de créer une orientation. Et effectivement, par exemple, on va se projeter un petit peu dans les camps romains. Les camps romains sont créés à partir de 2 axes, le cardo et le decumanus. Le cardo, ça signifie tout simplement en latin la charnière. Pourquoi la charnière? Bizarre cette charnière. En fait, c'est une charnière cosmique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se situe dans l'axe nord-sud, on va voir l'univers tourner autour de cette charnière. On va avoir le soleil qui se lève à l'Orient, qui se couche à l'Occident. Donc la charnière, elle, n'a pas particulièrement de sens, mais l'Est-Ouest a un sens unique. Et donc ça nous permet de faire une orientation. Évidemment, je l'ai mis comme ça, ouest à droite, est à gauche, mais vous voyez bien que vous pouvez pivoter le truc comme vous voulez. C'est comme ça pour plus tard, en fait. Pour trouver le centre de ça, on va tracer la croix de Saint-André. Vous reconnaissez le drapeau de l'Écosse. Et en fait, la croix de Saint-André, d'un point de vue structurel, c'est intéressant. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs structure dans la salle, mais c'est avec une croix de Saint-André qu'on vient assurer la stabilité des bâtiments, en particulier les bâtiments métalliques. Donc on crée une croix de Saint-André, ça assure le contreventement, la stabilité des édifices. Et de façon très intéressante, quand on procède à la consécration d'une église, eh bien, ce qu'on vient tracer, c'est une croix de Saint-André au sol. Donc la croix de Saint-André est particulièrement significative dans le sacré. Et c'est très intéressant, on le voit ici, que le plus sacré n'est pas du tout là où on croirait. On l'envisagerait plutôt ici. Mais vous voyez que la consécration, elle se passe ici, en plein centre. Donc ici, sur notre plan. J'ai besoin d'un troisième cercle pour la construction. Je vais rester dans mon allégorie mythologique. La troisième lumière de la voûte étoilée, c'est Vénus, celle qui accompagne le soleil à son lever et son coucher. Aphrodite, pour rester grec. Et grâce à ce dessin, on va pouvoir dessiner les bords de la nef, donc les axes longitudinaux dans le sens est-ouest, qui viennent faire une tripartition de mon stylobate. Et pour des raisons strictement géométriques, tout à fait basiques, le rapport de la largeur totale de l'édifice rapporté à la nef est racine de 5. C'est simplement une conséquence des lois géométriques, toute bête. L'intersection avec le cercle et la mandorle vont nous permettre de créer la tripartition classique des temples grecs ou des temples romains. Pronaos qui est l'avant-sanctuaire, naos qui est le sanctuaire, posticum qui est l'après-sanctuaire, on dit aussi opistodomos. La tripartition du naos va nous permettre de... en fait, c'est un phénomène géométrique tout à fait intéressant. Quand on divise en 3 le petit espace là du pronaos, eh bien, on peut reproduire exactement 11 travées ici. Et donc, on va se retrouver naturellement, par la construction des choses, à avoir 6 travées là, 11 travées là et 6 travées là. 11 et 6, vous allez voir, c'est un truc qui va revenir, et je vais insister sur la signification de ça. On fait les trames longitudinales dans le même sens, ce qui permet d'avoir un vide au centre. D'ailleurs, quand vous construirez chez vous, quand vous faites des baies, préférez toujours d'avoir 3 baies, ce qui permet d'avoir un vide au centre. C'est beaucoup plus agréable que 2 baies, que 2 vantaux qui font un axe qui est un peu gênant pour la vue. Donc voilà, l'axe vide. Donc du coup, on a ici un grill. J'ai appelé grille de Saint-Laurent, ça paraît un petit peu anachronique de nommer Saint-Laurent sur un temple grec, mais dites-vous que c'est symbolique. Voilà. J'expliquerai peut-être un peu plus tard. Du coup, vous avez bien calculé, 6, 11 et 6 fait qu'il y a 23 travées, donc 24 axes.
24 axes, c'est très intéressant parce que dans le processus Est-Ouest, c'est le parcours d'une journée. C'est le parcours d'une journée. Et donc, ça fait une règle de 24 axes. C'est intéressant parce que au début de la chrétienté, on va fixer la première heure, c'est 6 heures le matin. La première heure, c'est 6 heures le matin. Quand on va parcourir ces heures, donc d'ouest en est, on va parcourir ces 24 axes, eh bien, le temple, situé dans le cercle, va être très exactement, si on part à 6 heures, on va arriver ici à midi et ici à minuit. Voilà. Ce qui est intéressant avec 23, c'est que c'est aussi une progression arithmétique. 23, c'est 3 plus 5 plus 7, plus 5 plus 3. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de nombres impairs, veut dire se cumuler, et on se retrouve donc ici à définir un espace central qui est formé d'un triple septénaire de ce que j'ai appelé un pavé canonique. Chacun de ces pavés a encore un format de 11/6. C'est le résultat des lois mathématiques, géométriques. Il a un format de 11/6. 11/6, on l'avait retrouvé, on l'avait vu avant, et c'est un format très particulier. Il ne vous parle pas comme ça. C'est le troisième nombre harmonique. Les nombres harmoniques, donc en l'occurrence, 11/6, c'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3. Donc il y a un côté très générique à ce format 11/6, d'un point de vue arithmétique. Et donc, vous l'aurez calculé, effectivement, si on a un triple septénaire au format 11/6, le triple septénaire a un format de 14/11. 14/11, je ne vais pas insister beaucoup, mais c'est un format, vous en trouverez plus dans le livre, c'est un format qu'on trouve beaucoup dans l'architecture sacrée. C'est en particulier, alors j'arrive pas à relier tout ce que je vais vous citer là, mais c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que la pente des pyramides de Meidum, Khéops et Mykérinos, c'est 14/11. Le grand temple d'Angkor Wat au Cambodge, c'est sur un format rectangulaire, entouré d'un canal, est au format 14/11. La cité interdite de Pékin est au format 14/11. Le cloître de l'abbaye de Bosconon est au format 14/11. Le cloître de l'abbaye Saint-Jean d'Éphèse, une des toutes premières basiliques de la chrétienté, est au format 14/11. Le cloître de l'abbaye de Fossa Nova est au format 14/11. Le palais Saint-Laurent-l'Escurial à Madrid est au format 14/11. C'est un format qu'on retrouve régulièrement. Et j'ai constaté quelque chose de très intéressant avec ce format-là, c'est que si je pointe le compas en bas à droite et que je fais un arc de cercle qui fait de la largeur, et un autre concentrique qui part de l'angle, c'est-à-dire comme ça, j'en fais un autre comme ça, eh bien ça nous permet de dessiner l'arche gothique. Est-ce que j'ai une preuve de ça? J'ai une preuve de ça. Ça, c'est le tympan central de la façade occidentale de Notre-Dame de Strasbourg. Donc, je vous laisse apprécier la corrélation qui me semble assez nette. Alors, vous avez vu que j'ai sauté sans vergogne d'un temple grec du VIe siècle à la cathédrale de Strasbourg. Facile. Ouais, alors il faut quand même justifier. Est-ce qu'il y a une transmission? Effectivement, j'ai essayé de... Alors, la première chose, au niveau de la transmission, si on fait ici un téléphone arabe, que je pars ici à droite avec le monsieur avec la chemise bleue, et qu'on termine là-haut avec le monsieur, on va commencer ici par asperge, et au bout de 5 minutes, là, on aura thermonucléaire là-bas. Ça ne marche pas. Oral, ça ne marche pas. Dans un autre exemple plus maçonnique, on imagine qu'on a ici des tailleurs de pierre écossais, on a là des aristocrates, ils ont des têtes d'aristocrates, hein. On a des aristocrates anglais, et là, on a des bourgeois et des bourgeois anglais, voilà, et des commerçants français là. On étale ça sur 2 siècles. Et ici, un terme technique de tailleur de pierre qui va être perpendachla, qui est une boutisse traversante. Bien technique, hein, ça va être compliqué à faire passer. On va aller de boutisse traversante là, et là-bas, on va avoir une très improbable houppe dentelée.
En fait, vous savez, il n'y a pas de houppe, ça n'existe pas une houppe dentelée. Enfin, vous voyez, une houppe, c'est l'espèce de pompon pour les rideaux, là. Non, ça n'existe pas. Donc, cette transmission, certainement pas. En revanche, si ici, on va partir avec un tracé géométrique, le tracé que je vous ai montré, qu'on l'enseigne bien, qu'on prend son soin à le faire, eh bien, sans lire ni écrire, on va pouvoir le transmettre au suivant. Et on ne pourra le transmettre que parfaitement. Il est inaltérable. D'ailleurs, toute la géométrie qu'on enseigne au collège aujourd'hui est bien héritée des travaux de la Grèce antique, Thalès, Pythagore, Ptolémée, etc. Et donc, la transmission d'un tracé géométrique est nécessairement juste. Je me souviens, quand on était en maths sup, on nous disait la géométrie, c'est l'art de penser juste sur des figures fausses. Mais ce qui permet effectivement, même en étant imprécis dans le dessin, le raisonnement peut être juste. Et là, on entre dans le monde de l'intelligible. Et l'intelligible est inaltérable dans le temps. Et donc, cette idée d'une transmission, elle est parfaitement crédible. Elle est parfaitement crédible, et voilà. Oui, effectivement. Donc après, j'ai suivi la trace de Pythagore, en fait. Puisque ce temple d'Héra à Samos s'est construit en même temps que Pythagore était présent sur place, je sais que Pythagore a déménagé en Grande Grèce, dans le sud de l'Italie, et je me suis dit, est-ce que l'architecture ionique n'aurait pas suivi Pythagore? Et c'est le cas. Les premières architectures ioniques suivent ce mouvement. Donc la Grande Grèce, c'est le sud de l'Italie. Et effectivement, par exemple, le temple de Locri, qui se trouve dans le sud de l'Italie, est aussi sur le tracé primordial. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai testé de plus en plus d'édifices, ce qui m'a permis de vérifier ça. Néanmoins, ce que je vous présente là, c'est une théorie. C'est une théorie, pourquoi? Parce que, je vous ai dit, il n'y a pas de plan. Donc, c'est impossible de confronter ça à des plans. Et en plus, moi, donc là, je vais faire appel à votre tolérance, mais ce n'est pas de cette tolérance dont je vais parler. Je suis bien placé pour vous dire que quand on fait un plan, la réalisation n'est pas exactement ce qu'on avait décidé. En fait, dans l'Europe occidentale, la tolérance sur les longueurs avec des outils laser et des super matériaux, c'est de 3% sur les longueurs, 5% pour les surfaces, à la louche. Ce qui fait que, quand bien même le plan qu'ont réalisé in situ au cordeau nos bâtisseurs, quand bien même ça, ce serait très très bien, eh ben, la construction, elle a forcément un tout petit delta vis-à-vis de ça. Non seulement ça, à cause des outils et des erreurs d'exécution, il n'y a pas de malveillance là-dedans. En plus, ce bâtiment, il va vivre plusieurs siècles. Et donc, peut-être, il y aura des mouvements de terrain, des incendies, des reconstructions partielles, qui font que, ensuite, on aura un relevé de ça, et moi, je travaille sur le relevé. Donc, vu que je ne travaille que sur le relevé, je suis nécessairement un peu loin de l'idée originelle qui a été dessinée au sol. Alors, comment est-ce que je fais pour essayer de pallier à cette légère imprécision cumulative? Eh bien, mon idée, ça a été simplement, comme dans la théorie scientifique, de faire en sorte qu'une théorie soit reproductible. Et vous avez peut-être vu des ouvrages de géométrie sacrée, souvent on se concentre sur 1 ou 2 édifices, ou 3, 5, allez. Moi, j'ai étudié 250 plans. Et en fait, je me suis dit que ça allait générer un faisceau d'indices concordants. Et je vous ai mis ici les 250 plans, donc on va terminer à 2 heures du mat'. Et donc, vous allez pouvoir apprécier le niveau de corrélation. Évidemment, une méthode scientifique impliquerait des études statistiques un peu plus poussées. Donc pour l'instant, effectivement, c'est une théorie, et je vous la présente pour votre sagacité. J'ai aussi quelques preuves matérielles, j'en parlerai, je vous en ai mis quelques-uns. L'autre point, c'est qu'un tracé géométrique n'est évidemment pas un plan d'architecture. Un tracé géométrique, ce sont des droites. Et mon mur ne peut pas se réduire à une ligne. Et donc, le bâtisseur se retrouve avec cette flexibilité, ou du moins l'architecte, de décider, par exemple, mettons qu'on a tracé la ligne de notre stylobat,
ou mettons le trait qui fait le pourtour de la séparation entre le profane et le sacré. Je me retrouve avec mon mur, j'ai le choix de caler l'extrados à la ligne en me disant que c'est le bâtiment qui est sacré, ou je cale l'intrados à la ligne pour pouvoir respecter les proportions intérieures, parce que l'espace est sacré. Et donc, effectivement, il peut y avoir des variations sur ce thème. Next. Ça, c'est l'une des plus importantes découvertes archéologiques des 3 dernières années. C'est la basilique engloutie de Nicée. Si vous connaissez un petit peu d'histoire des religions, vous savez que le concile de Nicée est l'un des conciles qui a forgé le christianisme à la fin du IVe siècle. Donc quelques dizaines d'années juste avant cette basilique. Cette basilique s'est retrouvée enfouie au XIe siècle à cause d'un tsunami dans un lac qui a rasé ça. Néanmoins, ce qui a permis de préserver le plan de fondation de la basilique de Nicée. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, je ne sais pas si on le voit très bien, si, l'alignement ici de l'espace sacré au ras des murs de fondation et l'ensemble de l'édifice calé sur la largeur. Ce qui fait que, de fait, mathématiquement, le ratio de la largeur de la nef à l'ensemble de l'édifice sera racine de 5. Il faudra le vérifier par des mesures sur place. En tout cas, l'appréciation de ce rapport peut se voir là. D'ailleurs, c'est le même principe qui sera employé au IXe siècle, par exemple, pour la cathédrale d'Hildesheim, où on voit qu'effectivement, la largeur de l'édifice, la largeur de la nef rapportée à la largeur de l'édifice correspond effectivement au tracé primordial. Je vous prie d'apprécier le niveau de corrélation ici et là, qui fait qu'en fait, c'est tout un ensemble de points qui vient se caler, et non une proportion. Cathédrale d'Hildesheim. J'ai des belles photos, en fait, je vous ai mis ceux où j'avais des belles photos. Je vous ai pris quelques exemples qui sont répartis dans le temps et dans l'espace, que vous voyez la flexibilité et la facilité à transmettre un tel tracé. Ici, Jumièges, qui jouera un rôle très important dans l'histoire de l'architecture. C'est ici qu'on invente la voûte sexpartite qui sera reprise plus tard dans l'architecture gothique et qui sera transportée grâce à Guillaume le Conquérant en Angleterre. Donc toute l'architecture en pierre, l'essentiel de l'architecture en pierre vient des Normands et l'invasion normande. Donc toutes les grandes cathédrales anglaises se bâtissent grâce aux Normands. D'ailleurs, une trace de ça, c'est qu'une grande quantité du vocabulaire de l'architecture anglaise est français. Jumièges. Vous voyez ici en particulier les voûtes en ogive qu'on retrouvera bien plus tard dans l'architecture gothique. L'abbaye du Mont-Saint-Michel. Voilà, je ne vais pas insister à chaque fois. Voilà, belle photo en fait. On m'avait dit de mettre des belles photos, c'était plus intéressant. Cathédrale de Céphalou, donc on est en Sicile. Donc ici, on voit, je vous ai mis celui-là pour vous montrer qu'en fait le format 6/11e, eh ben, c'est une des possibilités quand on prend 3 trames. Mais effectivement, il suffit d'en prendre 2 et là on a un format 4/11e. C'est un peu une exception, mais il y en a quelques-uns et ça revient un peu à ce que disait Jean-Pierre Herdan, qui fait qu'avec un même tracé géométrique, on peut créer des bâtiments très différents. Et effectivement, ici, on a une architecture qui est arabo-normande, donc qui nous montre aussi que les architectes normands sont venus sur place, et avec un style très différent. On va voyager encore. Ici, on est à la collégiale de Thum, en Pologne, où on voit qu'ici, on a choisi, dans l'idée de peut-être d'une théologie de la lumière, de s'aligner sur les vitraux. Ici, on le voit bien. Et on voit la répartition des colonnes de part et d'autre de la nef, qui permet d'avoir un format 6/11e ici, encore une fois, 3e nombre harmonique. Très joli collégial de Thum. L'abbaye de Dunbrody en Irlande, on voyage pas mal. Hein. Et ici, vous voyez que l'implantation des fondations est quasi identique à la basilique engloutie de Nicée que j'ai montré au départ. Donc ici, on est quelques 8 siècles après. Voilà. Abbaye de Dunbrody, alors oui, ça nécessite quelques travaux. Cathédrale de Strasbourg, évidemment, que je devais, puisque au final c'est un peu parti de là. Très belle cathédrale.
Je vais assez vite. Sainte-Chapelle de Paris, vous voyez effectivement le format ici 6/11e très net qui permet de caler les colonnes. Et le petit côté de ce format est sur les vitraux. Donc là, on est vraiment pour le coup sur une théologie de la lumière. Il n'y a rien de mieux qu'un vitrail pour marquer une ligne. Ce sera toujours mieux qu'un mur. Et effectivement, la Sainte-Chapelle, vous connaissez sans doute, qui est absolument grandiose. Et je vous invite à visiter si ce n'est pas encore fait. On va voyager encore, 14e siècle, Saint-Nicolas de Famaguste. Donc là, on est à Chypre Nord, la partie qui a été envahie par la Turquie. On voit ici à nouveau le format 6/11e dans l'implantation de la nef et l'implantation sur les vitraux, comme à la Sainte-Chapelle pour le coup. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est une mosquée. Et donc, ça véhicule cette idée tout à fait intéressante que la géométrie se fiche bien des religions qui vont employer temporairement le site. Vous avez un bon exemple de ça, c'est Sainte-Sophie, qui, vous le savez peut-être, n'a rien à voir avec une quelconque Sophie. C'est que c'était un temple d'Apollon donc dédié à la grande sagesse, Agia Sophia, en grec. Et donc, c'est devenu Sainte-Sophie, en fait, de la sagesse d'Apollon, la sainte sagesse en vérité. Et aujourd'hui, c'est la mosquée Hagia Sophia. Et au final, on s'en fiche de la religion qui va occuper le lieu. C'est le lieu. Ah oui, petit clin d'œil local. Cathédrale Sainte-Répara de Nice. Je suis désolé parce que le relevé, là, il n'est pas top. Et donc, j'ai fait avec, mais toujours est-il que vous voyez l'esprit de l'implantation qui est assez net. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir la chapelle des bâtisseurs, chapelle des 4 saints couronnés, là, où vous verrez quelques symboles parlants. 17e siècle. Et je vais terminer avec l'église Saint-Brice de Londres, qui a été bâtie par l'architecte franc-maçon Sir Christopher Wren, architecte du roi, qui, à la suite du grand incendie de Londres, va reconstruire 50 églises au cœur de London City et la cathédrale Saint-Paul. Voilà, et la cathédrale Saint-Paul de Londres, que vous connaissez peut-être, première cathédrale anglicane. Des indices. Voilà le plan de Saint-Gall, le seul plan de l'ère chrétienne avant le XIIIe siècle. Et effectivement, sur ce plan, qui est d'une qualité exploitable, j'ai redessiné en noir pour qu'on voit mieux sur le dessin, mais effectivement, la répartition des colonnes est au format 11/6e. Ici, un bas-relief de la cathédrale Saint-Paul de Münster, où on voit Saint-André avec sa croix, et Saint Thomas, ici, qui est le saint patron des bâtisseurs et tailleurs de pierre, qui porte en main une équerre qui est au format 14/11e. La stèle de l'architecte Hugues Libergier, XIIIe siècle. Ici, le format qui est délimité par les colonnes est au format 14/11e. La stèle de l'architecte Andrea Bregno, donc début XVIe siècle, 14/11e. Vous voyez d'ailleurs au passage l'usage symbolique qui est fait des outils là, qui est manifestement une réflexion spéculative. Ici, donc très important dans l'histoire, Saint-Laurent-l'Escurial. Donc en fait, c'est Juan Bautista de Toledo, qui est l'architecte qui reprend derrière Herrera, qui bâtit Saint-Laurent-l'Escurial, écrit qu'il a calé son plan sur le tracé universel. Je ne suis pas bon en espagnol, j'hésite à vous le dire, traça universal. Mais sur le tracé universel. Vous lirez aussi par ailleurs un moine qui explique qu'il a utilisé le gril de Saint-Laurent comme modèle. Donc Saint-Laurent, qui est un saint mineur de la chrétienté, qui a été rôti sur un gril. Voilà. Le type est un stoïcien. Apparemment, il aurait dit c'est bon, c'est cuit, tu peux me retourner. Vous lirez aussi par ailleurs que Saint-Laurent-l'Escurial a un temple de Salomon, et effectivement, la partie centrale là est censée être une reconstruction du temple de Salomon. Et vous verrez d'ailleurs à l'entrée, il y a une sculpture de David et de Salomon à l'entrée. Ce qui est très intéressant, et là, je garde mon effet, je fais un petit suspens là, c'est que, bim, voilà le dessin du temple de Salomon tel qu'il est reconstitué par Sir Isaac Newton en 1680, au format 14/11e.
Architecture maçonnique. Alors, la transition écossaise, la transition d'un ordre de bâtisseurs vers la franc-maçonnerie est parfaitement documentée en Écosse. Cette transition-là ne pose absolument pas question. On a les archives, en particulier de St. Mary's Chapel, qui, depuis le début du XVIIe siècle, documente cette transition avérée d'un ordre de bâtisseurs vers la franc-maçonnerie. S'agissant de la franc-maçonnerie anglaise, le sujet est un débat. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas clos, faute d'informations plus précises. Et on sait qu'en particulier en 1720, les francs-maçons anglais ont brûlé les archives. Donc ça ne va pas faciliter l'histoire. Néanmoins, la franc-maçonnerie anglaise édite ses constitutions en 1721, les publie en 1723. Dedans, dans ses premières constitutions qui fondent la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, on fait référence aux Old Charges. Et dans ces Old Charges, les deux plus anciens assez réputés, connus, sont le manuscrit Regius et le manuscrit Cook. Le manuscrit Regius fin 14e, manuscrit Cook début 15e, mais attention, ces datations sont probablement fausses, dans le sens où on a daté le papier. Or, on sait que les textes sont des textes recopiés. Donc le texte lui-même est forcément beaucoup plus ancien. Et qu'est-ce qu'on va lire dans le manuscrit Regius? Cette petite phrase laconique. Qu'est-ce que la géométrie? La géométrie est la 7e science qui peut séparer le mensonge de la vérité. Je vous avais dit de le retenir au départ. Là, en fait, c'est une paraphrase d'Aristote, paraphrase de Platon, paraphrase vraisemblablement de l'école pythagoricienne. La géométrie sépare le mensonge de la vérité. On a bien affaire ici à une géométrie sacrée. Donc, une réflexion qui va au-delà de celle du simple bâtisseur qui va ériger un édifice. Plus précisément encore, dans le manuscrit Cook, il y a une légende de la façon dont la géométrie est arrivée en Angleterre, géométrie qui est synonyme de maçonnerie pendant longtemps. Il y a une légende et on nous parle du roi d'Angleterre, Athelstan, son fils Edwin, a appris la partie pratique de la géométrie profane. En plus de sa connaissance théorique, grâce à la partie spéculative, il était un maître. La condition de la maîtrise chez les tailleurs de pierre, c'est la connaissance de la géométrie spéculative. C'est la première fois en franc-maçonnerie qu'on parle de spéculatif. C'est au XVe siècle. Ceux qui vous racontent que la franc-maçonnerie spéculative a été inventée au XVIIIe siècle racontent n'importe quoi. Les textes le disent. La géométrie spéculative, c'est à tout le moins le XVe siècle, et vraisemblablement bien avant. Je vous ai expliqué la transition écossaise. Qu'est-ce qui pourrait appuyer l'idée qu'il y ait eu une transition anglaise aussi? Déjà, ceux qui vous parlent de la théorie de l'emprunt, que la franc-maçonnerie aurait été inventée par des bourgeois et des aristocrates au début du XVIIIe siècle, aiment à taire le fait que les couronnes d'Angleterre et d'Écosse se sont unies en 1603. L'union des royaumes, ce sera en 1700 et quelques, 1707 je crois. Mais l'union des couronnes, c'est 1603. Le roi d'Écosse devient le roi d'Angleterre. Effectivement, ça ne se passe pas très bien au départ, il y a des soucis et tout ça, mais toujours est-il que quand lui il se déplace aussi à Londres, et il s'y déplace avec des francs-maçons. Quand Charles II est restauré à la monarchie à la moitié du XVIIe siècle, eh bien, il se déplace avec de nombreux francs-maçons écossais. Et si on sait bien que dans les fondateurs de la Royal Society en 1660, on va trouver Robert Murray, qui est un proche du roi et qui est un scientifique, on sait un peu moins que parmi les fondateurs de la Royal Society de Londres, il y a Alexander Bruce, qui lui est un franc-maçon écossais, un aristocrate, et il ne va pas venir seul. Il va venir aussi avec son cousin, Sir William Bruce of Kinross, qui est franc-maçon écossais, un des premiers membres de la Royal Society,
Et, très important, architecte du roi. Il est architecte du roi en Écosse et il est franc-maçon. Son alter ego, Sir Christopher Wren. Sir Christopher Wren, qui est l'un des tout premiers francs-maçons de la première Grande Loge, et qui est architecte du roi. Il sera même architecte de 5 rois et reines. Il a un temps de carrière phénoménal. Il est fondateur de la Royal Society et il y fréquente effectivement son alter ego, Sir William Bruce of Kinross. Et donc, il y a de nombreux francs-maçons dans ce petit écosystème. Donc, je vous ai dit, Sir Christopher Wren est un architecte du sacré et c'est à proprement parler, et c'est important de le souligner, un bâtisseur de cathédrales. Il a bâti 50 églises et la cathédrale Saint-Paul, première cathédrale anglicane, dont vous voyez la coupe à côté, qui est un exploit, d'ailleurs, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qui est vraiment un exploit architectural. C'est l'endroit où on va employer ici la chaînette inversée, probablement pour la première fois de l'histoire. Et cette histoire de chaînette inversée a été retenue pour Gaudi, et c'est dommage parce qu'effectivement, on a un franc-maçon à l'origine de cette idée. La première loge maçonnique de la première Grande Loge, donc la première Grande Loge, elle se crée à partir de 4 loges londoniennes. Donc première loge, au début, la première Grande Loge, c'est de Londres et Westminster. Il y a 4 loges. La plus ancienne de ces 4 loges, c'est la loge Old St. Paul, qui est constituée, consacrée en 1691. Donc ça, c'est parfaitement documenté. La plus ancienne loge de la première Grande Loge anglaise date de 1791, et elle s'appelle Old St. Paul. Elle se réunit, on connaît son adresse, elle se réunit là-haut, de Goose and Gridiron, en 1691. Je vous laisse voir l'éléphant dans la pièce. La cathédrale Saint-Paul est bâtie de 1675 à 1708. Quand en 1691, les francs-maçons se réunissent dans la première loge maçonnique de la première Grande Loge, c'est sur le chantier d'une cathédrale. Cathédrale Saint-Paul, qui emploie une vision parfaitement élaborée du tracé primordial, à mon sens, du moins c'est ma conviction. Alors, s'il est bien établi que Sir Christopher Wren, architecte du roi, bâtisseur de cathédrales et franc-maçon, néanmoins, donc ça a été établi par le professeur James Campbell, qui est professeur d'histoire de l'architecture à l'université de Sheffield et qui écrit dans Ars Quater Coronati, donc là, pour la loge de recherche britannique. Et en revanche, on n'a pas bien établi quel rôle il pouvait bien avoir joué. Je souligne quand même le fait qu'on parle de 1691, le moment où il est fait franc-maçon, et les éditions des Constitutions, dont vous voyez un exemplaire à gauche, c'est 1721. Il se passe 30 ans entre les deux. Sur la gauche des Constitutions, vous voyez ce frontispice. Et ce frontispice, eh ben, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose parce que ce que vous en lirez, c'est qu'il n'existe pas de commentaire contemporain de ce frontispice. Donc il a été créé, on sait qui l'a gravé, mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu représenter. L'avantage, c'est qu'il y a quelques personnages qui sont très identifiés. Il y a le grand maître John Duc de Montagu, qui est reconnaissable avec le fait qu'il a la tenue de l'ordre de la Jarretière. On a le Philip Wharton ici, donc le grand maître suivant. Et on a ici Jean-Théophile Desaguliers, huguenot français, qui a joué un rôle essentiel dans les rédactions des constitutions de la franc-maçonnerie. Eh bien, en fait, ça va changer, parce que ici, l'exemplaire que vous avez sous les yeux, c'est celui de Maurice Johnson, qui est un personnage particulièrement intéressant, qui est contemporain de la création de la franc-maçonnerie, qui fonde la Spalding Society à Spalding, qui est un équivalent de la Royal Society à Spalding, et qui est le fondateur de la Society refondateur de la Society of Antiquaries à Londres en 1717, une date qui parle un peu. Et en fait, sur son exemplaire, lui, il fait un petit commentaire ici. Et il dit, en fait, ce qui a marqué.
il dit le design de ce frontispice, il ne dit pas peut-être, hein, il dit le design de ce frontispice représente le prince John Duc de Montagu, marquis de Monthermer, précédent grand maître, assisté de Sir Christopher Wren, chevalier, architecte du roi qui a bâti Saint-Paul. Il donne les constitutions de la maçonnerie au prince Philippe duc de Wharton, qui lui succède, assisté de Jean-Théophile Desaguliers. Voilà. Donc en fait, le personnage qui est situé juste derrière le John Duc de Montagu est un architecte, est un bâtisseur de cathédrale. Ça va mettre un caillou dans la chaussure aux empruntistes. Donc ici, on a un architecte, et donc ce n'est pas le grand officier pendant longtemps. Enfin, le consensus actuel, c'est que derrière, ce seraient les grands officiers du duc de Montagu. Ce n'est pas le cas. Donc si ce n'est pas les grands officiers, pourquoi? Et ici, on a l'architecte du roi, qui bâtit 50 édifices sacrés et une cathédrale. On a le compas, qui est l'outil des architectes, comme on le verrait si j'avais toute l'image, tout le portrait de Sir Christopher Wren ici, vous verriez qu'il tient le compas en main. On a les tabliers des tailleurs de pierre et on a les gants qui sont le symbole des architectes depuis le Moyen-Âge. Bref, on a ici le côté opératif. On a les bâtisseurs, la franc-maçonnerie des bâtisseurs qui transmet ses constitutions au-dessus du symbole de la géométrie, marqué en grec derrière en tout petit Eureka, voilà. Apollon. Donc en fait, voilà, c'est une transmission d'un ordre de bâtisseurs vers un ordre de la franc-maçonnerie. Donc le XVIIIe siècle, 1723, n'est pas l'invention de la franc-maçonnerie spéculative. 1723, c'est l'abandon de l'opératif. Donc ici, vous voyez effectivement le portrait de Sir Christopher Wren par le peintre allemand Sir Gottfried Kneller. Et le clin d'œil à Christopher Wren ne s'arrête pas là. Ici, dans le frontispice des Constitutions de 1756, on voit qu'on reprend complètement la structure d'un second portrait de Wren qui est fait par James Thornhill, franc-maçon, et peintre du dôme de la cathédrale Saint-Paul, avec ici à l'arrière tous les bâtiments sacrés de Sir Christopher Wren qui ont encore plus mis en exergue dans le frontispice. Donc on remarque la colonne, le drapé. Ici on voit peut-être un peu moins bien, mais je vous assure que c'est comme ça. Alors on a une petite houppe là quand même. Et voilà, ici on a la figure de la géométrie avec la palme du succès. J'attire votre attention sur cette partie à l'avant à gauche là. Ici, c'est le blason de la première grande loge que vous voyez ici à droite sur cette image. Il ressemble à s'y méprendre au blason des opératifs, qu'on le voit dans Hyman Reason. On reconnaît les trois tours, le chevron, le compas ouvert. La principale différence, c'est qu'on a abandonné le bras courbé avec la truelle et on l'a remplacé par un aume de chevalier et un roitelet huppé, qui se dit en anglais Wren. Donc ça fait la troisième instance. Donc il est présent physiquement sur le premier frontispice, il est présent allégoriquement sur le second frontispice, et il est présent sur le blason de la première grande loge de façon allégorique. Sir Christopher Wren n'est pas le seul bâtisseur de cathédrales dans la maçonnerie des débuts en Angleterre. Effectivement, on oublie souvent de mentionner Sir Christopher Wren Jr., son fils, qui est architecte et franc-maçon, qui participe aux réunions de 1721, qui vote aussi, et qui va poser la dernière pierre sur la lanterne de la cathédrale Saint-Paul. Les Edward Strong, homonyme, père et fils, maître maçon, James Thornhill, qui sera vénérable de sa loge, et qui est le peintre de la voûte de la cathédrale Saint-Paul, et les sculpteurs, Caius Gabriel Sieber et Kenny Gibbons, qui sont sculpteurs danois et néerlandais, qui témoignent encore une fois de la mobilité des bâtisseurs. Ici, ça c'est au plafond de la cathédrale Saint-Paul. Ça envoie un message quand même, non? Donc ici, Thomas Temanza, architecte du sacré et franc-maçon,
qui a été initié par Casanova, c'est pas mal, et qui construit cette architecture, donc la Maddalena à Venise, et où on reconnaît une symbolique qui est à la fois, qui est un peu à cheval entre la maçonnerie et le christianisme, avec l'œil, mais voilà, l'œil qui est en réalité platonicien, qui est l'œil divin de l'âme, et qui sert effectivement, qui sera employé dans le christianisme pour signifier l'œil de la providence, mais il faut voir d'où ça vient. Donc, et vous voyez dessous une phrase qui me plaît particulièrement, Sapientia edificat sibi domum, la sagesse édifie son propre temple. Donc c'est premier verset du chapitre 9 du livre des Proverbes. Donc cette idée de la construction d'un temple de la sagesse est déjà très ancrée dans la culture chrétienne. Et je vais terminer sur la cathédrale de Truro, donc le lien entre franc-maçonnerie et architecture sacrée. Ici, on est sur la fin de l'histoire, où effectivement la cathédrale de Truro est conçue en respectant les proportions du tracé primordial. Et vous verrez dans un des vitraux, donc Albert Edward, prince de Galles, grand maître des francs-maçons, à la cérémonie de pose de la première pierre en tenue maçonnique. Et effectivement, on ne le voit pas trop, mais ici c'est l'architecte John Loughborough Pearson, qui sera l'architecte de nombreux temples maçonniques, de nombreuses architectures sacrées aussi. Il fera en particulier l'ancien temple maçonnique de Sheffield et l'ancien temple maçonnique de Norfolk. Donc le lien entre architecture sacrée et maçonnerie. Je vais terminer là avec quelques propositions, celle de la transmission du tracé primordial sur 25 siècles, qui paraît un petit peu surprenant, un petit peu étourdissant comme ça. Mais en fin de compte, je vous ai expliqué, on est en train de parler d'un média qui est inaltérable dans le temps. On nous dit aisément que la philosophie occidentale se résume à des notes de bas de page de Platon. Donc la philosophie a très bien voyagé les siècles. La géométrie qu'on enseigne est celle des Grecs. Et donc la géométrie voyage très bien. Donc l'idée qu'il y ait un tracé qui se soit perpétué dans le temps est au final pas si surprenante que ça. Les marqueurs principaux de ce tracé sont 11/6, troisième nombre harmonique, et le triple septénaire au format 14/11. Donc je suis allé un peu vite dessus, il y a un peu plus de détails dans le livre. La notion d'architecture spéculative, d'être architecte de soi, n'est pas inventée au XVIIIe siècle avec la franc-maçonnerie. La notion de travail spéculatif chez les tailleurs de pierre existe au bas mot depuis le XVe siècle, comme on l'a vu dans le manuscrit Cook, et probablement bien avant. Ici, ce croquis est issu du carnet de Villard de Honnecourt, maître maçon du XIIIe siècle, où on voit très bien qu'il vient signifier que le bâtisseur se taille lui-même à travers une quadruple voie qui est le quadrivium. Donc cette notion de construction de soi précède de très loin la franc-maçonnerie. Et effectivement, donc ça, c'est ma petite pierre dans le champ des empruntistes, c'est qu'effectivement, des bâtisseurs de cathédrales, un bâtisseur de cathédrale emblématique se situe sur le frontispice des constitutions de la franc-maçonnerie. Donc le lien entre l'architecture sacrée et la franc-maçonnerie, s'il est établi pour les Écossais, me semble, en tout cas c'est ma conviction, établi pour la franc-maçonnerie anglaise. J'ai dit, je vous remercie pour votre écoute.